Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert, président de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, Fanny Dionne, historienne et conseillère de la Société historique de Montréal, reçoit Jean-François Roussel, professeur à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Cette émission présente son récent livre Kateri Tekakwitha, Traverser le miroir colonial, qui examine le processus colonial au cœur de la mission jésuite en Iroquoisie ancienne et expose la créativité des Iroquois catholiques dans leur invention d'un christianisme original. Bonne émission! Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir le professeur Jean-François Roussel qui va venir nous présenter son livre Kateri Tekakwitha, Traverser le miroir colonial, publié en 2022 aux presses de l'Université de Montréal. Le professeur Roussel est professeur à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Il mène des recherches sur la décolonisation du christianisme, sur la réconciliation et sur les théologies autochtones des Amériques. Monsieur Roussel, merci énormément d'être avec nous aujourd'hui. C'est tout le plaisir est pour moi. Donc voilà, vous avez publié ce livre, Kateri Tekakwitha. Avant de commencer, est-ce que ça serait possible de comprendre un peu mieux comment ce livre s'inscrit dans vos intérêts de recherche? Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Mon parcours, ça commence quand même assez loin, mais je vais essayer d'être synthétique tout de même. Et ça va peut-être étonner que je fasse référence à un événement aussi ancien, mais on va comprendre ensuite. Comme beaucoup de gens de ma génération, c'est-à-dire fin de la queue du baby boom, là, j'ai été marqué par la crise d'Oka. À l'époque, ça m'avait beaucoup heurté, beaucoup troublé de voir à quel point, cette époque, d'une part, c'est cette espèce de position très polarisée, une guerre de tranchées, c'est le cas de le dire, là, dans le cas de la crise d'Oka, entre d'une part des Autochtones et plus spécifiquement des Mohawks. Et les gens, donc, les forces de l'ordre du côté, les forces de l'ordre québécoises, puis ensuite l'armée canadienne. Mais j'avais été extrêmement troublé, douloureusement troublé, comme beaucoup de gens, par, d'une part, le racisme qui s'étalait là, sans vergogne, de façon totalement décomplexée, non seulement dans les médias, mais dans nos familles, puis l'ignorance qui allait avec ça. Je ne connaissais pas grand-chose aux Autochtones à cette époque-là, mais j'en connaissais minimalement déjà assez pour me dire qu'on étalait notre ignorance. La grande question qui s'était posée pour moi à cette époque-là, c'était, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment a-t-on pu arriver à être aussi séparés les uns des autres et en fait, surtout, la question se posait aux Allochtones. Comment se fait-il que nous soyons aussi ignorants et que nous soyons quasiment fiers d'être ignorants au sujet des Autochtones? Cette question-là m'a amené tout de suite à plonger dans l'histoire. Peu après, j'ai commencé à lire. Je me souviens que le premier ouvrage que j'ai lu, ça a été un livre marquant en études autochtones, en histoire autochtone au Québec, le livre de Denis Delage, Le pays renversé. Mais c'était vraiment ça. Puisque je me demande comment on a pu en arriver là, ben je vais aller voir comment on a pu en arriver là. Et cette question-là, ensuite, m'a intéressé, mais de façon, je dirais, à temps perdu. J'avais quand même j'étais dans mes projets, je terminais un doctorat, etc., etc. Et c'est en 2005 que j'ai commencé à fréquenter des Autochtones. Ça faisait partie de ma vie privée et à découvrir la réalité que vivaient les Autochtones et à découvrir aussi la richesse de leur tradition, la richesse de leur présent, leur créativité, et ainsi de suite. C'était surtout des artistes autochtones que je fréquentais à ce moment-là. Et à un certain moment, je me suis dit, il me semble que comme théologien, ça ne peut pas rester simplement dans ma vie privée. Il me semble c'est une question qui concerne la théologie. C'est une question qui concerne les Québécois. Parce que toutes les questions de société qui nous intéressent au Québec traversent
ou sont traversés par la question autochtone, que ce soit la question du territoire, la question des femmes, la question de la justice sociale, la question écologique, et ainsi de suite. Puis à l'époque, ils étaient complètement dans l'angle mort, il y a 15 ans. On n'en parlait pas, sauf quelques originaux. Alors, c'est comme ça que progressivement, j'ai fait de la place à la question autochtone dans ma recherche. Puis ça me conduit éventuellement à écrire ce livre sur un horizon de quelques années quand même, qui synthétise pas mal ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à faire de la recherche sur les Autochtones. Et pour éclairer un peu nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Katri Tekakwitha, donc le centre de votre livre? Ben, Kaderi Tekakwitha, c'est d'abord et avant tout une femme d'origine Mohawk qui a vécu au 17e siècle. Je dis d'origine Mohawk et sans oublier par ailleurs que sa mère était une Anishinaabe, une captive qui avait été capturée à Trois-Rivières, où il y avait à ce moment-là une réduction jésuite, justement. Et elle avait été capturée, amenée en pays chez les Mohawks, dans le pays des Mohawks, dans l'actuel État de New York. De fil en aiguille, elle s'est retrouvée là-bas. Elle a été mariée. Elle s'est mariée avec un Mohawk. Kaderi Tekakwitha est un de ses deux enfants. Selon les premiers hagiographes, elle aurait eu un frère aussi. Et l'histoire rapporte, en fait, les hagiographes, Claude Chauchetière et Pierre Cholenec, deux jésuites, rapportent que donc, en très bas âge, le village a été frappé par la variole. En fait, c'est arrivé en 2 épidémies étalées sur 2 ans. Et au terme de ces épidémies, parmi les très nombreux morts de la variole, il y avait sa mère, il y avait son frère et on dit probablement son père. Un autre biographe dit on ne sait pas ce que son père est devenu. Mais quoi qu'il en soit, selon le récit qui nous est rapporté, elle aurait été adoptée par son oncle et par 2 tantes et à partir de là, elle aurait grandi avec eux. Vers 20 ans, elle aurait elle se serait convertie au catholicisme, elle reçoit le baptême et quelque temps après, elle quitte le village où elle vivait, qui s'appelait Ganawagé. En fait, Ganawagé, c'est le même nom que Ganawagé près de Montréal. Ganawagé, qui veut dire au rapide, à l'endroit où il y a des rapides, pour aller vivre à la mission du Sceau, la mission Saint-François-Xavier, qui se trouve pas tellement loin de là, à quelques kilomètres de là où se trouve Ganawagé aujourd'hui, où elle va vivre les dernières années de sa vie et meurt par la suite, donc quelques années plus tard. Et pour finalement, de fil en aiguille, autour d'elle va se développer une dévotion, surtout du côté des colons français, qui va conduire de fil en aiguille jusqu'à sa canonisation en 2012. Et vous n'êtes pas le premier, Jean-François Roussel, à écrire sur Kadri Tekakwitha. Entre autres, Alan Greer et Darren Bonaparte ont écrit sur ce livre aussi. Donc, quelle est la genèse de votre livre et à quel besoin répond-il, vous, comme théologien? Ben oui, effectivement, Alan Greer en particulier et Darren Bonaparte ont écrit au sujet de Kaderi Tekakwitha et j'aurais envie de dire que si quelqu'un s'intéresse à elle pour des raisons historiques, ben je lui dirais, ben allez donc lire Alan Greer. Si vous avez 2 livres, si vous avez le choix entre acheter un ou l'autre livre, le sien et le mien, commencez donc par le sien. Et le livre de Darren Bonaparte aussi. Ce qui caractérise d'abord, Alan Greer, c'est un historien, un éminent historien qui travaille de façon magistrale dans cet ouvrage, dans cette étude, à examiner, à essayer de reconstituer un peu la trame de l'histoire, non seulement de Kaderi Tekakwitha, mais aussi de ses communautés, parce qu'elle a fait partie de plus d'une collectivité pendant sa vie, plus d'une communauté pendant sa vie. Donc, il fait vraiment un travail d'historien. Hein? Darren Bonaparte, de son côté, qui est Mohawk, d'Akwesasne, de son côté, a voulu essayer de relire Kaderi Tekakwitha
dans un projet de restitution. On va essayer de porter un regard Mohawk sur Gaderi Tegakwitha, sur son histoire. On va la lire à la manière d'un Mohawk. C'est aussi un excellent travail, mais fait dans une perspective qui est vraiment celle d'une restitution, repatriation, comme le livre existe seulement en anglais. Ça serait bien qu'il soit traduit éventuellement. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, là, curieusement, c'est pas un travail d'historien. Je dis toujours, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de théologie. De mon côté, ce qui m'intéresse, c'est de lire un imaginaire au sujet de Gaderi Tegakwitha. Alors, ce que j'ai, à partir d'une question d'aujourd'hui, qui est la question relative à la réconciliation, au projet de réconciliation, et à la manière dont Gaderi Tegakwitha apparaît comme une figure de réconciliation. Alors, dans cette perspective-là, j'ai voulu relire particulièrement les hagiographies d'origine et quelques-unes qui ont été écrites par la suite jusqu'à récemment, en m'intéressant à la manière dont on raconte une histoire. C'est une des premières questions, c'est la première question que je pose dans mon livre. Pourquoi raconte-t-on une histoire? À quelle fin? Pourquoi on a voulu raconter cette histoire? Et pourquoi on l'a racontée telle qu'on l'a racontée et pourquoi continue-t-on à la raconter telle qu'on la raconte dans les milieux non pas dans les milieux d'historiens, mais dans l'Église en particulier, catholique, en faisant comme si les connaissances qu'on a à propos des Iroquoisie anciennes, ça ne comptait pas. On ne réfère pas à ça, puis on continue de raconter cette histoire-là avec ces aspects qui ne collent pas, qui sont ces impossibilités dans un contexte de village iroquois, au fond, pour mettre en avant, pour construire ou alimenter ou continuer d'alimenter un imaginaire qui oriente une action où on rêve d'une réconciliation. Une réconciliation peut-être qui ne va pas au fond des choses à propos de la vérité. Concernant la vérité, hein, on a une commission vérité et réconciliation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et je me demande, et si on la racontait autrement, cette histoire-là? Alors, dans cette perspective-là, comme théologien, ce sont vraiment des questions sur le présent hein, qu'on retrouve dans ce livre-là. Il y a beaucoup de thématiques théologiques. C'est normal. C'est ce que je fais. L'histoire apparaît comme une référence importante. Je ne prétends pas apporter de nouveautés de ce côté-là. Si je le fais, je m'en suis pas aperçu. Si je le fais, c'est sûrement très mineur. Je cite des historiens, comme je cite aussi des théologiens autochtones des Amériques, non seulement au Canada, et pas d'abord au Canada, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en Amérique latine en particulier, ce sont des milieux que je connais, que j'apprécie et desquels j'apprends beaucoup. Pour essayer de construire une autre vision, non seulement de Gaderi Tegakwitha, mais de ces communautés, des Iroquois catholiques de cette époque-là, et essayer de construire une autre vision de la réconciliation aujourd'hui. Et justement, à qui s'adresse votre livre? Est-ce qu'il s'adresse à des catholiques? Est-ce qu'il s'adresse voilà, aux gens qui s'intéressent à l'histoire? Qui est votre public? Mon public, j'espère que mon public, c'est un public de gens, d'abord de gens qui s'intéressent à l'histoire de la mission. Ça, c'est clair. À l'histoire coloniale, l'histoire missionnaire. À des gens qui s'intéressent au projet de réconciliation aujourd'hui. Dans l'Église, puis en dehors de l'Église aussi, là, dans la mesure où ce projet repose sur un imaginaire qui peut être un peu piégé, qui vaudrait la peine de revisiter. Beaucoup d'allochtones, hein? Je pense beaucoup à des allochtones. Si j'ai une contribution que je souhaite apporter avec ce livre-là, c'est d'amener des Autochtones à, je dirais, relâcher un peu la emprise sur un certain imaginaire, une certaine façon de voir Gaderi Tegakwitha et de voir les Mohawks en particulier, pour voir s'il n'y aurait pas d'autres façons d'apprécier cette histoire-là, d'en voir la beauté.
et de voir un peu ce que ça implique que faire un travail que se réconcilier aujourd'hui. Alors, je dirais qu'en gros, c'est le public tel que je le vois. Un public d'Autochtones aussi, il y en a qui ont acheté mon livre, je le sais, qui se sont intéressés à cette question, en espérant que sans prétendre dire aux Autochtones ce qu'ils devraient faire de cette histoire-là, parce que ça serait vraiment une grande outrecuidance de ma part, une grande prétention et un manque de respect. Mais éventuellement de les amener eux aussi à euh, tirer profit de cette étude en mettant en évidence la créativité, la résilience des Iroquois catholiques de cette époque-là qui m'apparaît très inspirante encore pour aujourd'hui. Et une des choses qui m'a beaucoup interpellée en fait dans votre livre, c'est que sur 218 pages, vous avez votre introduction, puis votre chapitre approche et cadre conceptuel qui font près de 60 pages. Donc, ça prend une bonne partie du livre. Quelle est votre approche et pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous de vraiment bien détailler et de mettre les assises de votre approche? Mais dans un premier temps, pour clarifier le malentendu sur ce que ce livre-là n'est pas, c'est pas un livre d'histoire, parce que si c'était le cas, je veux dire, j'aurais travaillé pour rien, comme on le disait tout à l'heure. Ça aurait été inutile, j'aurais été mieux de faire autre chose, puis de laisser... Alors ça m'apparaissait important. Préciser quelle est l'approche. Alors mon approche, je voulais préciser ce que j'entendais par faire une étude théologique et contextuelle. Et ce que je vois, pour moi, la théologie telle que je la conçois et telle que j'essaie de la mobiliser dans ce livre-là, c'est une étude de l'imaginaire. La théologie, elle étudie des imaginaires religieux, des imaginaires symboliques. Elle les étudie dans la mesure où, parce que c'est vrai, quand on y pense, la Bible, c'est rempli d'imaginaire. La religion, de façon générale, euh, écrit beaucoup, imagine des mondes, imagine des au-delà et ainsi de suite. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais je dis elle imagine des choses. C'est donc une discipline d'imaginaire qui mobilise les gens, qui les font agir ou qui justifient leur inaction, qui les font agir d'une manière ou d'une autre, pour le meilleur et pour le pire. Puis là, pour moi, la théologie, c'est cela d'abord. Alors, et c'est une théologie contextuelle dans la mesure où elle travaille sur des situations présentes. C'est une théologie qui est faite en contexte contemporain, dans ce cas-ci, le contexte de la réconciliation, de la décolonisation. Alors, j'ai été beaucoup inspiré par des concepts qui sont utilisés dans les théories du peace building, particulièrement le concept je le dis en anglais, le restoring, c'est intéressant parce que restoring, on peut l'entendre de deux manières. On peut penser restoring au sens de restauration, restaurer euh, une histoire qui a été éventuellement perdue ou qui a été orientée en fonction d'intérêts coloniaux dans ce cas-ci, et des façons de raconter l'histoire qui peuvent alimenter, sinon des conflits, en tout cas des ignorances et des mondes parallèles. Et restoring, c'est refaire l'histoire, redire l'histoire, réécrire l'histoire, restoring. Donc, ça, c'est un élément qui m'apparaît très intéressant de penser que revisiter l'histoire, ça peut être une contribution à la réconciliation et à la décolonisation. Dans la perspective de vérité, une théologie interculturelle aussi, c'est un élément que j'ai appris beaucoup de la part de théologiens autochtones d'Amérique latine, d'Amérique centrale ou des Andes. Donc, un travail où on s'applique à construire une théologie en entrecroisant des références de différentes cultures, des cultures qui se rencontrent. Essayer de sortir de nos cadres de référence habituels, puis d'essayer de penser dans les cadres de référence de l'autre. Et ça, finalement, c'est l'élément décolonial de mon projet, une théologie décoloniale.
Et là, le principe ici de la théorie décoloniale part de l'idée qu'on essaie non seulement de parler du colonialisme, etc., puis de la façon d'en sortir, puis d'en parler, mais on essaie de faire quelque chose. On essaie de vivre, ne serait-ce que pour un instant, dans un livre, de vivre la décolonisation dans une attitude où on va prendre ce qu'on a coutume d'étudier comme un objet, les savoirs autochtones, l'histoire autochtone, etc., à partir de nos cadres de référence occidentaux, universitaires, etc. Puis on va essayer de renverser ça, puis on va dire, et si j'essayais de penser dans les cadres autochtones, puis je pourrais même penser ce qui nous arrive à nous, occidentaux ou allochtones, dans ces cadres de référence-là. Bref, sortir ce monde-là de la périphérie pour dire, c'est un monde qui peut nous instruire, qui peut nous inspirer. Et donc, dans cette perspective-là, voilà, une théologie que je veux décoloniale, contextuelle, interculturelle. Et si maintenant on plonge un peu à l'intérieur de votre livre, Jean-François Roussel, votre premier chapitre, Origine, brosse le portrait de la mission jésuite de Kentucky et l'enfance de Tekakwitha. On lit un extrait de la géographie écrit par le jésuite Chauchetière. Ça se dit comme suit. La petite vérole ravagea ce village et enleva petits et grands, ce qui obligea peut-être ces sauvages à faire la paix avec les Français. La mère de Catherine mourut et laissa ses 2 petits-enfants avec ce seul regret de les abandonner sans baptême. On dit d'elle qu'elle était une fervente chrétienne et qu'elle pria jusqu'à la mort et que peut-être sa prière a obtenu la grâce du baptême à sa fille et à nous la grâce de posséder une sainte. Un enfant mourut, il ne resta plus que Catherine, qui pensa mourir à l'âge de 4 ans parce qu'elle fut attaquée de la petite vérole. Est-ce que vous avez un peu des commentaires sur ce paragraphe qui montre un peu voilà l'origine justement de Catherine Tekakwitha? Oui, ben, ce qui m'a frappé beaucoup dans la façon dont Chauchetière a raconté cette histoire, ses origines de Catherine, hein, Gatéry, c'est Catherine, une version mohawk de ce nom, Catherine. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la manière dont on prend, on focalise sur l'histoire spécifique de la sainte. Ce qui n'est pas très original, hein, c'est le style, c'est les conventions du style hagiographique. On veut mettre en évidence la sainteté d'un personnage. On ne veut pas s'intéresser, on ne veut pas faire une histoire sociale, là. On va laisser ça aux historiens, mais on veut mettre l'accent sur le fait qu'on a un destin tout à fait particulier, là, unique. Là. Et là, dans ce cas-ci, ben, on met l'accent sur ce qui arrive à Catherine, à Gatéry. Donc, sans mettre en évidence, sans s'arrêter longtemps à ce que les événements rapportés impliquent pour la communauté de Gatéry-Tekakwitha. Alors, dans ce cas-ci, ce qui est ressorti beaucoup, c'est l'histoire d'une pauvre orpheline, une petite handicapée. Elle est devenue handicapée par les séquelles de la variole, mais sans noter qu'on parle d'une maladie épidémique qui a fait des ravages absolument cataclysmiques dans beaucoup de communautés autochtones. Chez les Iroquois, c'est clair. On racontait que dans certaines épidémies, il y avait même plus suffisamment de gens bien portants pour sortir les morts des maisons. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un traumatisme pour ce peuple et pour ces communautés. Mais ça, on ne porte pas attention à ça. Et on isole Gatéry-Tekakwitha de façon discursive, là, on l'isole de cette communauté-là, comme si elle était la seule à avoir vécu ça, alors que ce sont des communautés entières qui ont vécu la variole et qui s'en sont relevées. Et ça, c'est un autre élément qui m'apparaît important à signaler. Alors, dans le livre, je m'efforce toujours de parler pas seulement de Gatéry-Tekakwitha, mais des gens autour d'elle, des Iroquois, d'Iroquoisie ancienne, puis plus tard des Iroquois de Kanawagé, de la mission du Sceau. Alors, ça m'apparaît extrêmement important. Porter attention à la dimension collective de l'histoire qui est rapportée là.
Et comment est-ce qu'on voit dans ce premier chapitre, par exemple, l'appropriation du récit pour un public français, justement? Ben, moi, la façon dont le public français se trouve finalement en arrière-plan de ce récit-là, comme son destinataire, elle apparaît de quelque façon. Par exemple, dans le fait que quand on raconte, là, il est question de l'enfance de Kaderi, de Tekakwitha, parce qu'elle s'appelle pas encore Kaderi, elle n'a pas été baptisée, donc elle n'a pas reçu le nom de Catherine. Dans son enfance, on met beaucoup en évidence là-dedans. On raconte l'histoire d'une famille qui pourrait être tout aussi bien être une famille française. Il y a un père qui est assez tyrannique, c'est le boss dans la maison, comme on dit en bon français. Il y a deux tantes. Bon, là, on ne sait pas trop comment se fait que le père est là avec deux tantes, mais c'est vraiment lui qui est le patron, c'est le chef, mais c'est le patron de la maison. Et dans ce contexte-là, on ne tient pas compte des structures de parenté, par exemple. Qu'est-ce qui arrive quand les parents d'un enfant meurent dans un village iroquois de cette époque-là? Ben, l'enfant ne devient pas orphelin. Parce qu'en fait, un enfant en Iroquoisie ancienne a plus qu'une mère. Il a bien sûr la mère, la femme qui l'a mis au monde, ça va de soi. Mais dans une maison longue, il y a beaucoup de femmes apparentées. Puis de façon intéressante, le mot qui est employé pour dire maman en Mohawk, c'est le même mot qui est employé traditionnellement pour dire pour désigner les tantes, ma tante. Tellement que quand la langue Mohawk a introduit un mot spécifique pour parler des tantes, de ma tante, c'est au 18e siècle. Le mot qui a été introduit, c'est ma tante. Ma tante qui est devenue un mot Mohawk. Parce qu'avant ça, il y avait un enfant avait plus qu'une mère, avait plusieurs mères. Donc, l'enfant perd une mère, il y a d'autres mères autour de lui. Donc, les enfants orphelins, le concept d'orphelin n'est pas opératoire dans ce contexte-là. Mais on veut construire une histoire qui va attendrir un public français. Le public français va être attiré par l'histoire d'une orpheline qui a perdu ses parents, qui est adoptée par un oncle tyrannique, ce qui fonctionne pas non plus dans l'organisation de la vie communautaire à l'époque en Iroquoisie. Un homme tyrannique qui se serait simplement fait montrer la porte. Il y avait des mères de clan, il y avait des matrones à la tête de chaque maison. Les hommes étaient dans des maisons parce qu'ils étaient époux ils étaient mariés avec des femmes. En cas de séparation, ils retournaient d'où ils venaient. La maison appartenait aux femmes et ainsi de suite. Donc, ce caractère autoritaire-là est pas très plausible. Mais on veut faire une histoire qui va faire sens pour le public français. Ça peut apparaître de plusieurs autres manières aussi, cette manière de s'intéresser au public français et de parler à ce public, par exemple, de parler des coquetteries des petites filles iroquoises, n'est-ce pas, et que Kateri Tekakwitha est tellement pas comme ça, elle, parce qu'elle s'occupe pas de ses frivolités, des soins des cheveux, de la chevelure et ainsi de suite, sans porter attention au fait, bien connu par ailleurs, que les soins de la chevelure en Iroquoisie, comme dans beaucoup de communautés autochtones, ça n'avait rien à voir avec la coquetterie. La chevelure, c'était une partie qui était quasiment sacrée de la personne. Alors, c'était important de prendre soin de sa chevelure. Alors, on peut montrer cela de différentes façons. Puis je dirais peut-être que la façon la plus flagrante ou peut-être la plus importante, c'est que quand Chaustière écrit son histoire, il va parler des origines de cette histoire-là, mais l'histoire ne commence pas avec la naissance de Kateri Tekakwitha. Son récit commence avec la naissance de la mission à proximité de Montréal. C'est l'histoire de la mission qu'il veut raconter. Et là, tout d'un coup, un personnage va apparaître et ce personnage-là, ça va être Kateri Tekakwitha, dont le rôle, et ça, c'est indépendamment je dirais, du fait que Chaustière a connu personnellement Kateri Tekakwitha et qu'il a été sincèrement touché par elle. Mais dans le récit de Chaustière, Kateri apparaît comme la plus grande réussite de la mission. Ce qu'on veut nous montrer, c'est le succès de la mission des Jésuites à proximité de Montréal.
Donc, vraiment une forme d'appropriation, je vais le dire de façon neutre là, à ce moment-ci, d'une histoire, d'une femme et de communauté pour montrer finalement, pour mettre le projecteur sur ce qui est susceptible d'intéresser des Français, un public français. Merci beaucoup, Jean-François Roussel. Et nous prenons maintenant une petite pause musicale. Donc, nous sommes de retour avec le professeur Jean-François Roussel pour parler de son livre Kadri Tekakwitha, Traverser le miroir colonial. Pour maintenant parler un peu de votre chapitre Déchirure, qui parle du départ de Kadri Tekakwitha de son village vers la mission jésuite du Sceau aux environs de l'actuel Ganawagi. Les géographies montrent une jeune femme qui est vraiment mise à l'écart et maltraitée dans son village parce qu'elle refuse le mariage. Et ensuite, le jésuite Cholonec va même écrire en fait qu'elle est traitée comme une esclave. Et si on regarde voilà, à la page 97, on dit que on mit tout en œuvre pour ébranler sa constance. La jeune fille souffrit tous ces mauvais traitements avec une patience invincible et sans rien perdre de son égalité d'âme et de sa douceur naturelle. Elle rendit tous les services qu'on exigeait d'elle avec une attention et une docilité qui étaient au-dessus de son âge et de ses forces. Peu à peu, ses parents s'adoucirent et lui rendirent leur bonne grâce et ne l'inquiétèrent plus sur le parti qu'elle avait pris, donc le parti qui était de ne pas se marier. Comment faut-il, Monsieur Roussel, comprendre ce passage dans l'histoire et dans une perspective de théologie? Ben, il y a beaucoup d'éléments à dire pour mettre en contexte cette histoire-là. Bon, c'est l'histoire bien connue de la pauvre Kadri Tekakwitha persécutée, mais encore une fois, c'est un ingrédient, c'est un grand classique des géographies. Après tout, un saint, c'est un héros. Donc, il faut bien lui donner l'occasion de montrer son héroïsme. Une sainte aussi. Bon. Alors, dans ce cas, donc, on met beaucoup l'accent sur la persécution vécue par Kadri Tekakwitha à partir du moment où elle affiche, elle se déclare chrétienne, où elle refuse de se marier, et ainsi de suite. Et puis, Cholonec, lui, termine en disant, ben, finalement, ses parents ont fini par se rallier pour dire, bon, ça va aller, en écrivant que ses parents s'adoucirent et lui rendirent leur bonne grâce et ils ne s'inquiétèrent plus sur le parti qu'elle avait pris. Mais Chauchetière, de son côté, lui, raconte pas les choses exactement de cette façon-là. Dans son cas, Kadri
Tekakwitha, ce conflit-là ne se résout pas. La seule façon dont il se résout, c'est que finalement, Kaderi va quitter son village d'origine pour aller vivre dans une mission catholique. C'est la seule façon de la rupture, l'exil. Mais il y a des invraisemblances là-dedans. D'abord, commençons, on la traite comme une esclave. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? On met beaucoup l'accent dans le récit classique sur le fait qu'elle est fille d'une Anishinaabe, d'une esclave, d'une captive, et donc, par conséquent, qu'elle est méprisée. Or, ce qu'on sait à propos des sociétés iroquoises de l'époque, c'est que ça fonctionnait pas comme ça. Les enfants de captifs étaient intégrés, pleinement intégrés à la collectivité. On a d'autres raisons de penser que Kaderi Tekakwitha était non seulement intégrée tout à fait normalement à sa communauté, mais qu'elle avait même des responsabilités qui étaient particulièrement, qui démontraient qu'elle était estimée. Des responsabilités qui étaient vraiment des honneurs, celle de fabriquer, par exemple, les ceintures de wampum qu'on construisait, qu'on confectionnait pour officialiser des accords, pour consigner des enseignements, des choses comme ça. Alors, c'était son père, son oncle, qui est son père adoptif, mais qui, dans la structure de parenté iroquoise, on pourrait aussi bien dire son père, c'était lui, son père, plus que son géniteur, lui confiait cette charge de fabriquer des ceintures de wampum. C'était vraiment un honneur. Mais là, on ne parle pas de ça. On met beaucoup plus l'accent sur le fait qu'elle est marginalisée, qu'elle est tenue à l'écart. On va la traiter comme une esclave parce qu'elle a fait le choix, elle affirme ne pas vouloir se marier. Or, en Iroquoisie ancienne, les femmes n'étaient pas contraintes les femmes étaient maîtresses de leur corps, maîtresses de leurs sentiments. On a juste à penser à l'étude de Roland Villot, Femme de personne, une étude classique qui le montre bien, ça n'a pas de sens. Alors, que ça ait des plus autour d'elle, c'est possible. Qu'on ait voulu la persécuter à cause de ça, c'est une autre paire de manches, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, en tout cas, c'est ici vraiment un exemple d'un récit où tout d'un coup, c'est Kaderi qui est persécuté, qui est traité comme une esclave. À certains moments, on dit même comme une chienne. Encore une fois, pour émouvoir le lecteur ou la lectrice français. Aussi, on le voit très bien dans votre chapitre, Kaderi est individualisée dans son départ vers la mission jésuite du Sceau. Et on lit également la fureur de son oncle. Pourquoi et quel était le contexte réel de ce déplacement et la raison du départ peut-être de plusieurs personnes vers la mission? Bon, Kaderi Tekakwitha est loin d'être la seule à avoir quitté un village iroquois de l'Iroquoisie pour aller vivre dans une mission sur le bord du Saint-Laurent. C'était très, très courant à ce moment-là. Peu avant que Kaderi Tekakwitha arrive à la mission, il y avait déjà environ une centaine de Mohawks qui avaient quitté l'Iroquoisie, qui étaient arrivés en masse pour vivre à la mission du Sceau. Pourquoi? Pour différentes raisons. En rafale, on peut mentionner que pour certains, ça pouvait être une opportunité de se rapprocher des Français et donc de faire des affaires avec les Français. Il y avait c'était un espace quand même stratégique là, d'être placé au bord du Saint-Laurent comme ça. Pour beaucoup, ça pouvait être aussi c'était aussi une façon d'échapper à un contexte, un climat social communautaire qui s'était fortement dégradé à ce moment-là à cause de la présence de l'alcool depuis déjà un bon nombre d'années. Alors, avec tout ce qui vient avec ça, tous les problèmes de cohésion, éventuellement de violence, de manque de respect, de caractère imprévisible, on n'a pas besoin d'élaborer là-dessus, mais les missions étaient des lieux où l'alcool était interdit. Et d'ailleurs, l'un des deux premiers hagiographes le précise. Il dit cette mission, elle est née à cause de la boisson.
Il dit la boisson. Il ne dit pas l'alcool, mais la boisson. Et donc, beaucoup de gens seraient allés s'installer là pour finalement échapper à ce climat, puis retrouver une espèce de paix là-dedans. Il y en a certainement qui ont quitté les villages d'origine, qui étaient devenus catholiques et qui voulaient vivre dans une mission jésuite et qui trouvaient dans le catholicisme une proposition de sens qui pouvait être pertinente dans un contexte de crise globale. L'Iroquoisie était en crise globale à cause des épidémies, à cause des guerres, pour toutes sortes de raisons. Alors, parce que donc à ce moment-là, le christianisme faisait valoir cette idée que la Terre, l'existence sur Terre, c'était une vallée de larmes et qu'on allait être heureux au ciel, on allait être heureux au paradis. Il semble que pour un certain nombre d'Autochtones, peut-être pas une majorité, mais que pour un certain nombre d'entre eux, cela a été parlant. Cela a trouvé une résonance. On peut imaginer que Gateri-Tekakwitha fait partie de ces gens-là. Mais on voit beaucoup la dimension collective de ce phénomène-là, qu'encore une fois, les hagiographes au départ vont minimiser. Ils vont en parler, hein, mais ils vont pas mettre l'accent là-dessus. C'est comme on parle d'une chose, on la voit, mais on la regarde pas. Hein, on fait tous ça. On sélectionne une partie de l'histoire. On mentionne des choses au passage, mais c'est cette partie-là de l'histoire qu'on raconte. Alors donc, dans ce contexte-là, ça explique les choses. L'oncle autoritaire qui est en furie et ainsi de suite, ce qu'on voit à travers les lignes, puisque les historiens ont beaucoup détaillé, c'est que c'est un chef. Et la présence des missionnaires en Iroquoisie occasionnait des tensions et a occasionné de plus en plus de tensions. Et si en plus, tant d'Iroquois s'en vont vivre dans les missions du Sud, ça veut dire que dans les missions du Nord, au bord du Saint-Laurent, ça veut dire que les villages du Sud sont en train de se dépeupler. Alors, il est un peu normal que des chefs commencent à avoir un problème et essaient de freiner cette migration-là. C'est un peu ce qu'on voit là, dans cette histoire de cet oncle que les hagiographies ont plutôt tendance à présenter comme un homme irascible et qui est de totale mauvaise foi. C'est en fait un homme qui s'occupe du bien, qui prend ses responsabilités. C'est un chef qui prend ses responsabilités. Dans le chapitre suivant, Créativité à Ganawagé, on voit que les hagiographies décrivent Gateri-Tekakwitha à la mission du Sceau comme ayant vraiment intégré de manière exemplaire la spiritualité catholique. On lit, par exemple, à la page 144 de votre livre, un extrait du jésuite Chauchetière qui écrit « Sa devise, donc en parlant de Gateri-Tekakwitha, était « Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse ?» Elle se plaignait quelquefois du père jésuite, de ce qui lui cachait quelque chose qu'il faisait pratiquer aux autres et de ce qu'il ne l'allait pas voir pour lui apprendre ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Comment parlez-vous de tels extraits pour illustrer plutôt dans votre livre l'aspect créatif et collectif des pratiques de spiritualité dans la mission du Sceau? Bon, là, ça, c'est le chapitre que j'ai trouvé le plus difficile à écrire, le plus délicat à écrire, pour plusieurs raisons. C'est parce que là, je dépasse l'analyse du récit, puis j'essaie de voir un peu ce qu'il y a derrière ce qui est raconté. Et là, ça ouvre, je dirais, à un risque qui est celui d'une appropriation culturelle dont moi, je me rendrais coupable. Et ça, j'ai essayé de faire extrêmement attention à ça. Alors, tout ce que j'écris dans ce chapitre-là, c'est vraiment des ouvertures, des possibilités. Et si on voyait les choses de cette façon-là? C'est pas gratuit. Je m'appuie sur une littérature, encore une fois, d'importance. Je m'appuie sur des échanges que j'ai eus avec des personnes autochtones, Mohawks. Mais dans ce cas-ci, ce qui frappe d'abord, c'est cette insistance qui revient constamment dans les hagiographies d'origine sur ce Gateri-Tekakwitha qui se questionne sur ce qu'il faut faire.
ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Et on sait que dans ces traditions autochtones, dans cette religiosité, si on veut employer ce terme traditionnel, dans ces religiosités traditionnelles, parce qu'il y en a plus qu'une, la dimension, j'appellerais ça performative, est très importante. Ce qu'il faut faire, les pratiques, c'est plus important que ce qu'il faut croire. Et c'est d'autant plus important dans ce récit-là qu'on sait qu'à cette époque spécifique, quelques années plus tard, c'est autre chose, mais à cette époque spécifique, les Jésuites ne maîtrisaient pas encore la langue Mohawk, le Kanien'kehá:ka. Ils maîtrisaient d'autres langues, ils maîtrisaient le Wendat, qui était utilisé aussi particulièrement dans le culte à Kahnawake. Mais c'était un peu difficile d'avoir des discussions songées philosophiques sur des points de doctrine chrétienne, sur la Trinité, par exemple, avec des gens qui ne parlent pas la même langue quand on a un problème linguistique. Donc, on peut conclure que les discussions étaient assez axées aussi sur des choses simples, genre les rituels à accomplir et ce genre de choses. Il y a place pour beaucoup de malentendus interculturels là-dedans. À travers ça, ce qui apparaît, j'ai essayé de porter attention au fait qu'on a d'abord affaire à des pratiques très axées sur le corps. Et j'ai essayé de voir, puis on parle beaucoup des épreuves que Gateri Tekakwitha s'infligeait. Et ça, les premières hagiographies le rapportent beaucoup. Les hagiographies plus récentes insistent pas trop là-dessus parce que c'est plus tellement dans le goût du jour, ces histoires de mortification et ainsi de suite. Mais si, comme on le pense, à cette époque, les Autochtones ne fonctionnaient pas avec des schèmes de pénitence, de culpabilité, de péché originel et ainsi de suite, qu'est-ce que ça vient faire, ces pratiques? Et on constate qu'à Kahnawake, à cette époque-là, on a des personnes qui sont extrêmement, je dirais, créatives dans les mortifications qu'elles s'imposent, dans les épreuves corporelles qu'elles s'imposent. C'est très impressionnant. Et donc, puis Gateri Tekakwitha est une de ces personnes-là. Les Chauchetière et Cholonec donnent des exemples de ces pratiques qui nous apparaissent totalement extrêmes, totalement débridées et suicidaires, et de leur difficulté à contrôler cette population-là ou cette partie de la population de Kahnawake qui faisait ces pratiques-là. J'essaie de comprendre ce qui peut s'être trouvé derrière ça. Et je le rapporte à des éléments de la vision du monde iroquoise de cette époque-là. On peut imaginer que ces pratiques auraient été des manières d'atteindre des états seconds pour se rattacher, se relier au monde qui est de l'autre côté du ciel, de Izina Garuyage, pour employer l'expression en Kanien'kehá:ka, ce qui veut dire littéralement ce qui est de l'autre côté du bleu, de l'endroit qui est bleu, c'est-à-dire le ciel. De l'autre côté, il y a des personnages du monde invisible, des personnages importants, comme le pacificateur, comme le créateur des Arunyawago, et ainsi de suite. Alors, dans un processus interculturel, est-ce qu'on ne peut pas imaginer comme plus plausible que ces Iroquois-là, à travers ces pratiques-là, aient voulu se rattacher à ce monde de l'autre côté du ciel, puis à ses habitants, plutôt que de faire pénitence, ce qui est difficile un peu à intégrer. Je mentionne d'autres possibilités d'interprétation aussi qui courent dans la littérature, puis je laisse la question ouverte. Mais ce que j'affirme, c'est qu'on ne peut pas faire une lecture simpliste de ces pratiques-là en disant les Iroquois de ce moment-là, de la mission, font pénitence, ou encore une autre lecture, les Iroquois obéissent aux missionnaires. On dit par exemple que Gateri Tekakwitha était obéissante
Ben, les hagiographies d'origine ne nous montrent vraiment pas une personne obéissante. Ils nous montrent une personne extrêmement entêtée qui fait tout pour contourner les missionnaires, pour s'adonner à ses pratiques préférées, qui sont particulièrement intenses. Et ça, pour moi, c'est un élément de créativité. Puis c'est un défi aussi de lecture aujourd'hui, d'appréciation de ces pratiques-là qui pourraient nous apparaître comme totalement névrotiques aujourd'hui. Mais ça m'apparaît trop simple de voir les choses de cette façon-là. J'y vois une créativité, j'y vois une liberté, malgré les conséquences de ces pratiques-là. Je trouve que c'est important de saluer cette liberté-là. On voit aussi cette liberté-là dans votre dernier chapitre, Colonialisme, patriarcat et femmes de pouvoir, où vous relisez des épisodes de l'histoire de Kadri Teguita dans ses dimensions de genre. Par exemple, le père Cholonec, et on le lit dans votre livre, rapporte qu'une femme dit, alors qu'elle partait à la chasse, je cite, « Au moins serais-je maîtresse de mon corps dans le bois ». Comment est-ce que la dimension de genre est représentée dans les hagiographies? Qu'en était-il dans la réalité? Puis pourquoi est-ce que vous avez décidé dans votre dernier chapitre, d'aborder cette dimension en particulier? Ben, la façon dont les hagiographes d'origine parlent à la dimension genrée de leur récit, ben, elle se résume à quelque chose de simple en deux temps. On a des Iroquoises qui sont obéissantes, qui obéissent aux missionnaires. Puis, d'autre part, on a des Iroquoises qui sont très, très novices dans la foi et qui font plein de folies, si on veut, là, qui sont un peu naïves et un peu fofolles et qui veulent faire toutes sortes de choses et Dieu sait ce qu'elles feraient si les missionnaires n'étaient pas là pour les encadrer. Euh, il y a quand même à travers ça une ou l'autre femme qui apparaît comme une femme forte, même aux yeux des missionnaires. Par exemple, la femme qui est à l'origine de la création de la première mission avant Ganawage, c'est Gahendage, Kentucky, qui se trouve qui était sur le site à l'emplacement actuel de la prairie. Là, on a affaire à une femme forte, là, puis les missionnaires le reconnaissent et l'admirent. Mais en général, ce qu'on voit, c'est comment les missionnaires se représentent à la fois comme ceux qui dirigent ces femmes-là, ces nouvelles chrétiennes, en leur épargnant bien des détours qui les conduiraient Dieu sait où, mais qui ont en même temps, et puis qui ont trouvé à travers ça une femme qui est particulièrement obéissante et qui est Gateri Tekakwitha. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas un mot là-dedans sur le fait qu'en Iroquoisie, la socialisation, la société des femmes, c'était quelque chose. Elles étaient là, le pilier des communautés, les femmes, et ce pouvoir, ils avaient un pouvoir politique. On ne disait pas à une femme quoi faire. Or, eux se placent en position d'être ceux qui disent aux femmes quoi faire. Quand on fait une lecture fine des récits de Chaustière et de Cholonec et qu'on lit entre les lignes, on voit à un certain moment qu'on a plutôt des femmes qui, et comme le disait Jean-Guy Goulet, l'anthropologue, comme l'écrivait, elles cherchent à s'approprier ce qu'elles peuvent trouver utile dans les savoirs des missionnaires, mais sans se livrer complètement aux missionnaires. Elles prennent des décisions entre elles, elles se parlent, elles forment ensemble une communauté à laquelle les missionnaires n'ont pas vraiment accès. Donc, c'est très intéressant cet aspect-là. Donc, merci énormément, Jean-François Roussel, professeur à l'Université de Montréal, pour cette entrevue sur votre livre Kadri Tekakwitha, Traverser le miroir colonial. Je rappelle qu'il a été publié aux presses de l'Université de Montréal en 2022. Puis, voilà, j'encourage les auditeurs et auditrices à aller le consulter. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Nous remercions notre invité, Jean-François Roussel, professeur à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, qui est venu nous parler de son livre « Kateri Tekakwitha, Traverser le miroir colonial », publié en 2022 aux presses de l'Université de Montréal. Nous remercions également notre collègue l'historienne Fanny Dionne, membre du conseil d'administration de la Société, qui l'a interviewé. Vous pouvez retrouver cette entrevue sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet « Émissions de radio ». Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.